C'est parti. Donc la migraine. Sans transition. Voilà. Avec la présence de donc, la Voix des migraineux, l'Association française des patients. Si vous avez des migraines ou des proches migraineux qui vont rentrer dans les critères de ce que je vais décrire, je vous conseille de les informer de cette association, dont le site internet est hyper bien fait et sur laquelle je vais m'appuyer pour certaines données. Marie-Pierre, si vous voulez intervenir. Marie-Pierre, n'importe quoi. Myrène, si vous voulez me couper pour intervenir, bien sûr. Et puis pour parler de l'étude éventuellement. C'est OK pour ça marche. Alors, la migraine, en fait, donc là, j'ai parlé de l'AVC, troisième pathologie neurologique. La deuxième, c'est l'épilepsie, en fréquence. La première, c'est la migraine. Bien loin devant, parce que ça touche, en fait, 20-30% de la population adulte. Alors, en moyenne, c'est 12% des Français, mais si on prend les gens adultes, parce que les enfants, c'est à peu près 5-10% des enfants qui sont migraineux, et puis la migraine est très féminine et s'éteint souvent après la ménopause. Donc, si on prend l'âge, on va dire, 15 à 60 ans, ça représente un Français sur 5 et un Français sur 3, selon différentes choses, et notamment les femmes ou les hommes. Alors, en revanche, la migraine, vous allez comprendre que c'est pas là, mais les migraines. Alors là, c'est pareil, on est au début d'un truc évident, mais à chaque fois, je me dis, mais en fait, c'est évident tout ce qu'on va dire là, mais c'est pas encore du tout acquis. C'est que les migraines, ça veut dire qu'il y a plusieurs causes, enfin, on va dire, raisons d'avoir des migraines, et surtout plusieurs expressions, avec des patients plus ou moins sévères, comme dans toutes les pathologies chroniques. Et ce qui compte, c'est pas de dire j'ai ou j'ai pas, c'est quel type, quelle gravité, quelle intensité. C'est ça le message sur lequel on va communiquer aujourd'hui et surtout essayer de répondre en termes d'offre de soins. Donc, la migraine dite chronique qu'on va définir, c'est 1% quand même, ce qui est énorme. Et en même temps, c'est déjà une minorité de ces patients-là, des migraineux. Alors, c'est considéré la migraine par l'OMS comme les céphalées en général, la troisième pathologie la plus invalidante dans le monde. Là, on parle de l'OMS, le monde. On ne parle pas du monde riche occidental. Hein. Et la migraine étant la 6e cause, si on prend la migraine seule. C'est la première cause d'invalidité, en fait, dans cette population que j'ai décrite, c'est-à-dire entre 15 et 50 ans. Vous voyez qu'on est encore une fois dans une priorité de santé publique, mais avec un enjeu différent, qui est un enjeu de qualité de vie, de productivité sur le plan économique, et avec des enjeux finalement économiques. Mais surtout des enjeux sociaux, et des enjeux de qualité de vie sur le plan sanitaire. Le problème de la migraine, c'est qu'il y a, pour des raisons génétiques et des raisons liées à la douleur et à la maladie chronique, un risque d'association à l'anxiété et à la dépression décuplé, multiplié par 4. Donc tout ça fait que sur une maladie qui empêche de fonctionner de manière régulière et répétée, a un impact estimé en France, par exemple, c'est 4 milliards d'euros liés à la migraine. Donc évidemment, on n'investit pas 4 milliards d'euros dans la prise en charge de la migraine, en corollaire de ça. Et c'est une des questions qui se pose. Les études en Angleterre, en Royaume-Uni, qui ont montré que c'est 25 millions de journées de travail et scolarités perdues par an. Bon. On sait aussi, sur des études jusqu'à récemment, que la prise en charge médicale spécifique n'est pas faite dans plus de la moitié des cas où elle devrait l'être. Donc ça, c'est sur le site de l'OMS, ça date de quelques semaines, donc c'est à jour, et ça reflète parfaitement la problématique qu'on a en France aujourd'hui, et donc qui ne peut pas être spécifique à la France, puisque c'est sur le site de l'OMS. De nombreux gouvernements cherchant à contenir les dépenses de santé n'admettent pas que les céphalées pèsent lourdement sur la société. Il leur arrive de ne pas reconnaître que les coûts directs des traitements sont faibles au regard des économies indirectes considérables qui pourraient être réalisées. Par exemple, en réduisant le nombre de journées de travail perdues, si des ressources étaient consacrées au traitement correct des céphalées. Je crois que tout est dit. Et alors, moi, je vais garder ça comme... Voilà. Alors, parce que ça justifie tout ça, hein, et tout ce que je vais vous expliquer. Et le combat, en fait, il faut mener pour ça. Alors, il y en a plein des combats hein, dans la médecine, hein, mais bon, il faut bien choisir quelques-uns, puis il faut y aller, quoi. Alors, le premier travail du neurologue qui voit des patients céphalalgiques, c'est de classer ces maux de tête, ces céphalées.
D'abord, est-ce que c'est des céphalées liées à une pathologie? On appelle ça des céphalées secondaires. Je ne vais pas faire le listing. On pense à l'accident vasculaire. Avoir mal à la tête brutalement, très fortement, ça peut être un accident vasculaire. C'est une cause de céphalée secondaire. Puis il y a les céphalées dites primaires qui sont pas liées à une cause visible organique, mais une maladie qui est portée par un terrain génétique et des facteurs environnementaux. Donc, c'est ce qu'on appelle les céphalées primaires. Donc, dans les céphalées primaires, il y a les crises de douleurs longues et courtes. Celle qui est connue dans les courtes, c'est la névralgie du trijumeau, qui donne des douleurs extrêmement courtes, en salve au visage, qu'on soigne aujourd'hui beaucoup mieux et voire très bien. Il y a aussi l'algie vasculaire de la face, qui est assez rare, mais qu'on soigne très bien. Et puis, d'autres types de céphalées encore plus rares. Et puis, dans la céphalée primaire, il y a les deux gros mastodontes, c'est la céphalée de tension. Donc, je sais toujours pas vraiment ce que c'est. Je suis pas sûr qu'on sache vraiment scientifiquement, mais qui est la principale cause des maux de tête, en fait, et qui ne répond pas aux critères de migraine, mais qui sont des céphalées liées au stress, à l'insomnie, à des facteurs, pareil, de comorbidité anxieuse, des facteurs génétiques, donc qui sont difficiles à distinguer parfois de la migraine et d'autres causes, notamment dans les céphalées secondaires, la cause principale qui est l'hypertension intracrânienne. Donc le premier but de la consultation céphalée, qui dure en moyenne, on estime 45 minutes, une première consultation. En vrai, si on fait les choses parfaitement, c'est 1 heure. C'est impossible de faire ça en partant de zéro, avec tous les examens précis, expliquer aux patients, etc. Donc la première consultation est compliquée pour établir le diagnostic, parce qu'en fait, c'est que par l'interrogatoire et l'examen clinique qu'on affirme la migraine. C'est un diagnostic dit clinique, la migraine. Donc la migraine est là, et elle peut être épisodique ou chronique. Donc la migraine, c'est une maladie. C'est pour ça que c'est les neurologues qui en parlent et qui doivent porter cette prise en charge. Parfois, les gens sont étonnés. Ah bon, la migraine, faut voir un neurologue. Ah bon, la migraine, c'est une maladie neurologique. Et oui, en fait, c'est une maladie du neurone. Alors, ça explique que c'est pas que des maux de tête, la migraine. Donc, c'est une maladie d'origine polygénique, c'est-à-dire que c'est une combinaison. On estime qu'il y a 1500 gènes à peu près identifiés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas plus, qui se combinent pour donner un phénotype, c'est-à-dire être ou pas migraineux. Évidemment, la combinaison de ces gènes, de ce polymorphisme génétique, fait qu'il y a un spectre extrêmement large entre être migraineux et ne même pas le savoir. C'est-à-dire, un jour, on fait une crise, on se rend compte, ah ouais, mais en fait, je suis migraineux, ma mère, ma sœur, elles sont migraineux, mais moi, j'avais jamais eu de crise. Ou des patients qui ont des crises à peu près 30 jours sur 30. On en a aussi. Et donc, ce spectre-là est très large à cause de ce déterminisme génétique et à cause des facteurs environnementaux, comme d'habitude, c'est l'interaction gène-environnement. Et l'environnement, ça va être le stress, l'insomnie, la profession, le travail de nuit, les habitudes alimentaires, l'exposition à des toxiques, etc., sur lequel on peut agir, théoriquement. Et puis, donc, ça se traduit par quoi, le neurone migraineux? Par une hyperexcitabilité neuronale, qui est en fait une canalopathie. Dans 99% des cas, c'est une canalopathie. C'est là que ça ressemble beaucoup à l'épilepsie. C'est-à-dire que d'une minute à l'autre, il se passe un truc, le neurone se met dans une conformation différente, à un endroit du cerveau, ça se propage, et ça va donner une crise de migraine avec des signes stéréotypés qui sont un peu toujours les mêmes. La conséquence principale de cette activation des neurones, qui est en fait profonde dans les noyaux hypothalamiques, et là ça rejoint les pathologies du mouvement anormaux qui ont été discutées aujourd'hui, et les pathologies du sommeil, et ce qui explique aussi qu'il y a un lien avec le rythme jour-nuit, etc. Donc ce promoteur, on ne sait pas exactement pourquoi, mais c'est là que ça se déclenche, en profondeur dans le cerveau, va activer des zones surtout postérieures du cerveau et qui vont donner les symptômes neurologiques de la migraine. Alors les symptômes neurologiques de la migraine, c'est ce qu'on appelle l'aura, et en fait c'est à peu près 20-30% des migraineux qui ont ça. Quand on parle d'aura migraineuse, c'est avoir des symptômes neurologiques qui ressemblent, qui font peur d'avoir un accident vasculaire et qui n'en sont pas. Comment on sait qu'ils n'en sont pas? D'abord parce qu'ils se répètent, et que c'est la répétition des crises qui définit la migraine, et aussi parce qu'ils sont progressifs, et ils se déplacent, et ils sont multiples. Et donc les signes sont essentiellement visuels, parce que ça commence derrière, et puis parfois sensitifs, c'est-à-dire des fourmillements. Alors visuel, c'est des taches colorées, lumineuses. Je sais plus où j'ai mis les auras, à un autre endroit, je vous montrerai. On voit une vision kaléidoscopique, une tache phosphorescente, luminescente, qui se déplace et qui va laisser place après au maux de tête.
Ça peut être des signes de la sensibilité qui suivent les signes visuels typiquement parce qu'il y a une vague qu'on appelle la dépression corticale propagée qui va commencer dans le lobe visuel et qui va aller en avant dans la région pariétale, où il y a la sensibilité, puis la région motrice, ou du langage en bas, ou motrice, qui peut donner trouble du langage, aphasie ou paralysie. Donc ça, c'est les signes neurologiques qui sont minoritaires. Hein. La plupart des migraines ne l'ont pas, et ceux qui en ont, la plupart des crises ne l'ont pas. Et en même temps, en parallèle de ça, ça active ce qu'on appelle le système trigéminé vasculaire, c'est-à-dire que les terminaisons nerveuses de ce nerf trijumeau de la face, qui est en lien avec les autres nerfs qui innervent en fait, tout le tissu du crânien, hein, c'est-à-dire la peau, les os, les méninges. Et donc ce système postérieur, c'est les nerfs occipitaux qui émergent des racines cervicales. Tout ça va être activé au niveau central. Donc, il va y avoir une activation des vaisseaux dans les terminaisons nerveuses et des phénomènes vasculaires. On appelle ça le trigémino vasculaire. Ça explique plein de choses dans la migraine et ça explique une grande partie des traitements qui sont efficaces. C'est ça qu'on est obligé d'en parler. Donc, c'est quoi la migraine? C'est une douleur du crâne, souvent antérieure, donc frontale autour de l'œil, récurrente. La définition de la migraine, c'est une maladie chronique récurrente, plusieurs crises. Donc, il faut au moins 5 crises, 2 crises avec aura pour définir la migraine. C'est des crises longues, des douleurs qui durent 4 à 72 heures, typiquement, unilatérales le plus souvent, mais pas que. Ça peut changer de côté, ça peut être les deux côtés. La douleur est souvent pulsatile, on sent que ça monte, ça descend, mais pas toujours. On sait que cette pulsatilité, c'est pas le sang, on sait que c'est pas le même que le rythme cardiaque. Ne pensez pas que c'est le cœur qu'on sent dans la douleur, c'est autre chose. En tout cas, c'est une caractéristique de la migraine. Et puis, s'associent d'autres symptômes qui sont assez gênants et qui définissent aussi la migraine. Les symptômes les plus gênants, à part la douleur, c'est les nausées, qui peuvent aller jusqu'au vomissement, si on a très mal à la tête, la gêne par la lumière, donc la photophobie, la gêne par le bruit, la phonophobie, et puis éventuellement la gêne des odeurs, l'hypersensibilité en fait au bruit, à la lumière et aux odeurs, donc l'odeur, l'osmophobie. Du coup, il y a d'autres symptômes qui peuvent s'y associer, et vous voyez que déjà la migraine, c'est plus que des maux de tête, ça devient beaucoup plus large, parce que c'est une maladie neurologique, on l'a dit, du neurone, et donc on peut avoir des vertiges, des sensations d'instabilité, ou des vraies instabilités posturales transitoires, des fourmillements, on en a parlé, des pertes de sensibilité, des troubles visuels, on en a parlé, des vomissements, on en a parlé, l'hyperesthésie du cuir chevelu, voilà, essentiellement. Donc la crise de migraine, typiquement, il y a une phase de prodrome où on peut sentir, les migraineux le disent très bien, qu'ils vont avoir une crise et malheureusement, ça peut s'arrêter là. Et puis des fois, ça va vers soit les signes inauguraux qui sont l'aura, soit on n'a pas des signes neurologiques de l'aura et on a directement les maux de tête précoces et puis ça augmente pendant plusieurs heures. Et puis on a cet état post-migraine, post-drome, après que la douleur soit partie, on peut être dans un état un peu second, avec des troubles, comme on l'a là, de la concentration, des hypersomnolence, des difficultés d'attention, et en fait, on est super inefficace, et super mal, très irritable, et on a envie de se mettre dans le lit et de rien faire. Et ça, c'est la crise de migraine. Et ça dure quand même 24 à 72 heures, voire plus. Donc, quels sont les déclencheurs de ces crises chez le patient qui a une prédisposition à la migraine? Il y en a plein, mais les principaux, ce qu'il faut comprendre, c'est exactement comme dans l'épilepsie, c'est que, et qui rend le migraineux ou la migraineuse quelqu'un d'assez sensible et méticuleux dans sa vie finalement, parce que tous les changements, brutaux ou inopinés, vont potentiellement provoquer des crises quand on est très susceptible. Et en fait, c'est la rupture de ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire le fait que, c'est un peu un paradoxe, on est en mouvement perpétuel, ne serait-ce que le flux sanguin, le rythme jour-veille, et en même temps, tout contribue, énormément de choses, à réguler des paramètres pour qu'ils soient stables, notamment la pression artérielle, la température, la natrémie, c'est-à-dire le taux de sel dans le sang, etc. Et donc, toutes les ruptures de l'homéostasie, qui peuvent être physiologiques. Le fait d'aller dehors, il fait hyper froid, il faisait chaud, et on affronte le froid, il y a une réaction du corps et du cerveau, du système nerveux, qui s'y adapte. Mais pour la migraine, ça peut déclencher, parce que ça stimule le cerveau tout simplement, des crises. Donc le plus connu, c'est la lumière. L'hyperluminosité est un gros déclencheur parce que c'est le cerveau postérieur qui est le plus sensible chez le migraineux. Le stress est le deuxième le plus connu et identifié, le facteur de stress aigu.
La modification du rythme veille-sommeil, ce qui explique que beaucoup de migraineuses, migraineux ont des crises du week-end, de relaxation. Il y a deux raisons. La première, c'est qu'on se déstresse, et donc on change le rapport au tonus, je ne sais pas comment on peut le définir. Et le deuxième, c'est qu'on change, ça c'est très bien décrit, je ne suis pas spécialiste de ça, mais du rythme de sommeil et de la durée de sommeil. Et on sait dans la migraine que si on dort pas assez, on retranche trop d'heures de sommeil à son sommeil habituel régulier, on peut déclencher des crises ou aggraver la migraine. Et l'excès de sommeil, de durée de sommeil également. Et donc le week-end, on dort en général pour rattraper la semaine un peu plus. Et cet excès de sommeil, autrement dit la grasse mat, est probablement un des facteurs qui peut provoquer des migraines. Bon. Alors l'idée derrière, l'action, c'est d'essayer d'avoir un rythme le plus régulier possible. Je ne sais pas si la somnologue a des remarques là-dessus. La migraine se confirme. Ouais. Oui, et moi je voulais juste rajouter sur la question des déclencheurs que très souvent dans le grand public et même chez les patients, puisque je suis patiente migraineuse, oui. Longtemps on peut croire que le déclencheur est la cause de la migraine, ce qui n'est absolument pas le cas. La cause, c'est la maladie neurologique. Exactement. Et le déclencheur, va un coup déclencher une crise ou pas, mais c'est vrai qu'en plus, très souvent, il y a des préjugés sur la migraine qui sont tu pourrais faire attention à ça, ça, ça. En fait, la migraine, c'est toi qui la crée, ce qui n'est pas le cas. C'est parce qu'on a une hypersensibilité neuronale qu'on a des migraines. Tout à fait. Pas parce qu'on est. Alors, vous voyez que ça va aussi driver très vite l'éducation thérapeutique. C'est-à-dire, là, en fait, on met ce terme derrière tout. Enfin, on n'a pas attendu 2022 ou 2020 ou 2015 pour faire de l'éducation thérapeutique. C'est s'approprier la connaissance de sa pathologie avec les connaissances minimales nécessaires pour pouvoir réguler et agir dessus. C'est juste ça. Hein. Et vous voyez que là, il y a déjà des enjeux. Expliquer ça en consultation à tous les patients. Donc là, on prend du temps, j'ai des diapos, j'ai que ça à faire. Mais en fait, il y a tout cet enjeu-là. Et effectivement, on voit des patients qui, pendant des années, sont en errance. Déjà, on commence par la base, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive et ils n'ont pas compris comment agir dessus. Évidemment, ça va être lié après au traitement. Parce que si on ne comprend pas bien tout ça, on ne va pas non plus adhérer à la manière de traiter la crise ou le traitement de fond. Donc j'avance, il y aura des questions peut-être après. Alors dans les déclencheurs, on en a parlé, il y a certains médicaments. Alors les aliments, on ne sait pas trop. Ce qui est à peu près démontré, moi j'ai retenu ça, peut-être que c'est pas à jour, c'est les sulfites du vin et de l'alcool en général. La grosse consommation d'alcool, c'est inducteur de crise. Les sulfites, c'est démontré, donc il y en a beaucoup dans le vin avec sulfite. Donc je conseille le vin biodynamique, il y a 0 sulfite, le vin bio ou le vin sans sulfite aux patients. La caféine est un très bon antimigraineux à dose modérée. Donc il y a des patients qui répondent très bien au café, au coca, mais il faut éviter, ou à la caféine en comprimé, combiné à des traitements anti-inflammatoires ou paracétamol. Et donc ça marche bien, c'est un antimigraineux, mais si on en prend énormément, probablement ça favorise la migraine et ça décompense. Et si on en prend souvent et qu'on arrête d'un coup un sevrage, c'est aussi inducteur. Donc il y a le rapport à la caféine qui peut aussi se discuter. Le reste, on ne sait pas, l'aliment, enfin bon, le truc, le régime riche, tel aliment, etc. C'est très personnel, c'est pas démontré. Les médicaments, la stimulation sensorielle, on l'a dit, surtout les stimuli sensoriels, notamment la lumière. Alors, donc ça nous amène à la migraine, aux migraines, et la plupart des patients, heureusement, ont une migraine épisodique. En fait, 15% des migraineux, c'est à moins de 15 jours par mois de céphalée. On a de la marge. Dedans, on distingue déjà les migraines à haute fréquence, plus de 4 par mois, ou les migraines à faible fréquence épisodique sévères. Je ne l'ai pas mis là, on va voir après ce que je fais avec la migraine sévère. Et puis, il y a la migraine chronique. Donc, la migraine chronique, estimée à 1% des migraineux, de la population, c'est plus que ça, c'est 15 jours de maux de tête par mois, au moins, dont, dans les 15 jours, au moins 8 sont typiquement des crises de migraine. Alors, pourquoi les deux? Parce que dans la migraine chronique, on a souvent la coexistence de céphalées un peu permanentes, quotidiennes, type tensive, comme on en a parlé tout à l'heure, de tension, et des vraies crises très identifiées. Et ça peut aboutir ou s'associer à ce qu'on appelle la céphalée chronique quotidienne, soit d'origine migraineuse, soit pas. Et en l'occurrence, d'origine migraineuse, c'est-à-dire plus de 15 jours par mois de céphalée. Et puis, on peut y affubler, en fonction de rapport aux médicaments, ou pas, la surconsommation d'antalgiques définie en général par un seuil de 10 à 15 médicaments par mois, en fonction du type des médicaments. En gros, les noms spécifiques, c'est-à-dire paracétamol, anti-inflammatoire, c'est 12-15 par mois, définit la surconsommation.
Et tous les médicaments spécifiques, les triptans et les niveaux 2, c'est 8 à 10. Alors maintenant, on a des nouvelles définitions, et ça c'est assez récent. C'est d'ailleurs assez bizarre finalement quand on y réfléchit. Mais enfin, ce qui est long, c'est de faire des définitions consensuelles. Donc là, on a la chance d'avoir des recommandations européennes et françaises hyper bien faites, assez congruentes, complémentaires, avec une vague de nouveaux traitements qui vont avec. Donc ça nous permet de classer les patients et théoriquement de leur proposer des traitements adaptés. Donc il y a la migraine sévère. En fait, c'est toujours la migraine, c'est au moins 3 mois, hein, on fait quelque chose. Donc ça veut dire au moins 8 jours par mois de maux de tête migraineux, ou alors moins, mais on a des critères de sévérité, on fait passer des échelles, et en fait, des échelles de gravité. Bon, ça, c'est 80% des patients que je vois qui ont ce critère-là. Et puis le deuxième, c'est l'impact sur la vie quotidienne, c'est-à-dire si une crise ou 2 par mois stoppe sa capacité d'agir, c'est-à-dire de travailler, de faire ce qu'on devait faire complètement, à plus de la moitié des cas, quasiment tout le temps, ça devient une migraine sévère, même si elle est plus rare. Donc ça nous permet de définir une migraine sévère. Après, il y a les migraines résistantes au traitement ou réfractaires, qui sont une escalade dans la prise en charge. Alors, le problématique de la migraine chronique, et c'est là qu'on on justifie aussi une prise en charge spécialisée, spécifique, précoce. Donc, une fois de plus, conflit d'intérêt, je vends la spécificité neurologique et de la prise en charge spécialisée de la migraine, parce que le problématique de la migraine épisodique, notamment sévère, c'est d'évoluer éventuellement vers de la migraine chronique. Et quand il est trop tard, il est trop tard. Il est jamais trop tard. Mais c'est mieux de prendre avant. Et on voit des patients qui sont pris en charge très tardivement et qui ont eu une prise en charge inadaptée. Or, le fait de prendre des traitements de crise inadaptés ou insuffisants, ou des traitements de fond inadaptés ou insuffisants, ça fait partie des paramètres identifiés comme d'évolution vers une migraine chronique. Donc ça veut dire qu'il faut faire mieux en amont. C'est une première piste. On a parlé de la caféine, les pathologies du sommeil, c'est majeur. Et donc, je suis très content de travailler dans un centre où on peut s'appuyer sur ça, parce que c'est pareil, c'est pas assez étudié, mais c'est complètement indissociable, la qualité de sommeil et la résistance à la migraine quand on a une génétique migraineuse. Les facteurs posturaux, cervicaux, etc. Donc là, ça va mettre en jeu éventuellement la kinésithérapie, tout ce qui est thérapie physique, parce que quand on a des problèmes cervicales ou de névralgie cervicale, ça active énormément la migraine, mais c'est aussi l'articulation temporo-maxillaire, l'hypertonie des muscles masséters, les problèmes dentaires, d'occlusion bucco-dentaire, donc ça concerne le maxillofacial, le dentiste, les yeux. Là, on n'en parle pas, mais les troubles visuels, c'est très connu. C'est peut-être surestimé d'ailleurs, mais ça fait partie de ce qu'il faut dépister sur une migraine qui va pas bien, qui s'aggrave. Des troubles visuels qui sont tout. C'est une dysmétropie, c'est-à-dire un patient qui est myope, astigmate, pas corrigé ou pas bien, ou une dysphorie, c'est les yeux qui sont plus parallèles, pas tout à fait comme chez l'enfant qu'on corrige, mais en fait, on le traîne toute sa vie et ça peut plus ou moins s'aggraver en fonction de sa fatigue, de ce qu'on fait comme métier, de l'âge. Et donc, parfois, ça peut décompenser sur ce terrain migraineux. Ça va être l'épine irritatif qui va décompenser et faire évoluer vers la migraine chronique. Donc, le tableau, sur le plan général, qui justifie qu'on essaye d'améliorer l'offre de soins coûte que coûte, qui va arriver au bouquet final, c'est que l'impact sur la qualité de vie est énorme dans toutes les enquêtes faites aux États-Unis, en Europe, en France, et c'est toujours à peu près les mêmes chiffres. Avec par exemple, alors c'est un impact social énorme, 50% des événements, alors là c'était chez les migraineux chroniques qui ont plus d'impact, événements importants manqués, 50%, anniversaire, mariage, 1 sur 2, effet sur la vie sexuelle, 50% des patients, évite de prendre des engagements préventivement, 50% des patients déclarent faire ça, sentiment de culpabilité, impact sur la vie de famille, on est proche de 50%. Le fardeau, il est aussi sur l'association des pathologies qui vont arriver avec. Et vous voyez, par exemple, donc, bon, alors là, il ne faut pas s'inquiéter si vous êtes migraineux. C'est un facteur de risque vasculaire, l'AVC, mais très faible sur une population jeune, féminine souvent, mais qui est extrêmement faible sur le plan du risque absolu. Le risque relatif est démontré et important, de l'ordre de 2 à 3, le ratio. Si on est migraineuse à 30 ans, on a 3 fois plus de risque de faire un AVC que non migraineuse, mais sur un risque extrêmement faible. Et ce risque, par contre, il va se démultiplier si on a d'autres facteurs, notamment le tabac et la pilule,
contraceptive estrogénique qui est contre-indiquée chez la femme quand on a une migraine avec aura. Donc, il y a ces comorbidités, mais ça, c'est pas trop difficile à gérer. Le plus gros problème, c'est l'association ou la génération de l'anxiété et de la dépression chez le migraineux pour plein de raisons. Et une des raisons, je déculpabilise très vite les patients pour ça, c'est que c'est génétique. C'est-à-dire que on n'est pas égaux face à ça et que le fait déjà, il y a une co-ségrégation génétique, c'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que certains gènes dans une certaine conformation vont favoriser à la fois la migraine et le trouble anxieux et d'autres pathologies. Et donc, c'est pas de chance, c'est le tirage au sort, c'est la loterie. Et puis, l'autre chose, c'est que quand on a une maladie chronique, quelle qu'elle soit, ça augmente la probabilité d'avoir ces symptômes. Donc, c'est la conjonction de tout ça qui fait qu'il ne faut pas culpabiliser. Par contre, ça n'aide pas à vivre et ça n'aide pas à soigner facilement non plus. C'est un facteur de résistance à la prise en charge. Donc, vous voyez, ça devient plus compliqué. Et là, on comprend qu'on est déjà, on n'est plus dans des maux de tête. On est dans une pathologie compliquée, pluridisciplinaire. Bon, les patients, en général, ça on le voit tous les jours, sont pas satisfaits de leur prise en charge, que ce soit sur les traitements aigus ou les traitements chroniques. Ça signifie qu'on n'est pas du tout arrivé au bout du truc, même si on a une pharmacopée que je vais décrire, riche. Alors ça, c'est une enquête de la Voix des migraineux. On a une représentante montpelliéraine ici, Irène, je le remercie, et que j'ai trouvé assez éloquente, qui date de 2022, fait sur 600 migraineux à peu près, chroniques la plupart, et qui montre la même chose avec une errance diagnostique. Donc c'est 600 Français de 2022, 7 ans en moyenne de diagnostic entre le début de la migraine et le diagnostic, et donc la prise en charge. Après avoir vu en moyenne 3 professionnels de santé. En général, c'est des médecins. C'est quand même étonnant. C'est étonnant. Une longue errance pour obtenir un traitement de crise. Et la plupart des patients ont testé en moyenne 5 traitements de crise. Souvent, c'est plus. La crise s'arrête en moins de 2 heures, ce qui est notre critère d'efficacité, vraiment de gestion de traitement de crise. On pose la question à tous les patients. Est-ce que vous êtes soulagé dans les 2 heures suffisamment pour reprendre vos activités? Au moins, théoriquement 4 fois sur 5 avec votre traitement. Si oui, il est adapté. Sinon, il n'est pas adapté. Il ne répond pas aux critères. Vous voyez que là, les patients, dans cette étude déclarative, la moitié, ils ne sont pas dans les critères de traitement de crise. On n'y est pas. Alors, le traitement de fond, c'est encore pire. Je ne sais plus les chiffres, mais la plupart des patients ont aussi de nombreux traitements et avec des effets secondaires et beaucoup d'échecs. Notamment, 3 sur 4 déclarent avoir eu des effets secondaires au cours des 12 derniers mois liés au traitement. Donc, ça veut dire quoi tout ça? Alors les effets secondaires sont variables. Ça veut dire qu'il y a un besoin majeur, normalement. Quand on a cette cartographie, qu'on est santé publicien à la DGOS, je sais pas, au ministère de la Santé, on se dit ah ouais, là il y a un truc à faire, ça peut être sympa. Voilà. Et donc, par exemple, handicap fonctionnel, 3 migraineux sur 4 déclarent avoir une perte de productivité de 21 jours sur 3 mois. C'est-à-dire 7 jours par mois en moyenne. 1 sur 3 prend sur ses jours de congé pour compenser. Bon, voilà, la liste est longue, etc. Donc, on arrive à la prise en charge thérapeutique. L'offre de soins spécialisée, bien sûr. Alors, comme tout à l'heure, l'offre de soins de la migraine, ça commence par le généraliste, médecin traitant, qui est la clé de voûte. C'est lui qui doit gérer 90 ou 15% des migraineux, 90 peut-être seul. Mais s'il le fait seul, il le fait bien. Et s'il le fait pas bien, ils vont aller voir un neurologue et ce sera inadapté jusque-là. Il y a un défaut de prise en charge. Et s'il le fait bien, il faut qu'il nous envoie au neurologue les patients les plus coriaces, les plus difficiles, les plus en difficulté. Donc on a bien sûr les neurologues libéraux, les neurologues hospitaliers, tous les neurologues praticiens, et puis des structures de soins où, en fait, c'est tout nouveau, mais on va vers ça, vers une gradation de la proposition thérapeutique. Et donc, c'est ça que je vais vous montrer de ce qu'on vous propose ici, c'est que en dehors de la consultation et de la prescription de traitement, on doit pouvoir aller plus loin aujourd'hui pour répondre à cet enjeu-là. Donc, les structures de soins identifiées, il y a plusieurs cliniques à Montpellier, le CHU, là, c'est le professeur Ducrot, dont on est proche, qui nous a formés, qui est très dynamique, et elle n'est pas seule, il y a une équipe, j'ai travaillé avec elle. Ici, donc, Cécile Hertz, moi-même, une neurologue qui n'est pas là ce soir, qui vient d'arriver dans l'équipe, Dr Taillant, et puis derrière, plein de soignants. Alors, le but, ici, de ce qu'on veut vous proposer,
ce qu'on propose déjà, c'est une consultation spécifique migraine céphalée identifiée pour aborder tout ça spécifiquement, parce que sinon, noyé dans tout le reste, on ne s'attarde pas. Oui, vous avez une migraine, vous avez mal à la tête, ok, vous prenez ça et c'est fini. Et en fait, ça ne suffit pas. Mais même la consultation ne va pas suffire pour plein de patients difficiles. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a comme arsenal thérapeutique? Je vais en parler. Donc là, on propose le Botox. Je vais en parler quelques minutes. Et puis, on est en train de créer un hôpital de jour pluridisciplinaire pour les mêmes raisons. Et vous avez compris pourquoi. Et puis arrivent des molécules, je vais en parler. Donc, on a ces recommandations françaises européennes. Et comme toujours, les sociétés savantes sont au fait de ce qu'on peut proposer aux patients. C'est le serment d'Hippocrate, donner le meilleur de ce que vous connaissez possible à vos patients. Et après, on a la réalité de terrain de nos systèmes de soins. Et là, dans la migraine en particulier, mais c'est de plus en plus vrai dans beaucoup de choses, on a un gap entre ce qu'on devrait pouvoir proposer aux patients et ce qu'on peut en réalité, parce que c'est pas pris en charge suffisamment. Donc ça, c'est les recommandations de traitement. Vous voyez, il y en a plein, en fait, des traitements. Mais tout n'est pas accessible aujourd'hui, pour plein de raisons. Alors, les traitements de crise de base, ça reste 4 molécules princeps, c'est l'aspirine 1000, plutôt en deuxième intention, mais chez certains patients résistants aux anti-inflammatoires, chez qui il n'y a pas de contre-indication, et puis 3 classes d'anti-inflammatoires qui marchent bien, qui sont démontrées efficaces, beaucoup mieux que le placebo. Le Doliprane, paracétamol, ça marche pas très bien par rapport au placebo, et on doit tester ces molécules. Quand l'un ne marche pas, on teste une autre. Et puis, quand ça ne marche pas, on a une autre classe pharmacologique. On n'en a qu'une pour l'instant, qui sont les triptans. Ça fait une trentaine d'années, on en a 7 qui sont commercialisés. 8, 7, et qui marchent très bien, avec un bon niveau de preuve. Mais qui ne marchent pas chez tout le monde. On a 30% des patients qui résistent encore à ces triptans. Ça vient de commencer. Bonjour, entrez. En fait, c'est un peu la fin, mais on n'a pas fini. Non, venez, soyez là. Il n'y a pas de souci. On est au milieu du traitement de la migraine. C'est ça qui vous intéresse. Alors, du coup, on a ces traitements spécifiques qui sont géniaux, qui ont révolutionné la migraine, mais qui sont encore insuffisants chez beaucoup de patients. On a une nouvelle classe pharmacologique qui arrive, qui s'appelle les GEPAN, qui va être commercialisée. C'est commercialisé en Europe, aux États-Unis, ça va arriver en France. On ne sait pas s'ils seront remboursés, qui sont différents comme mécanisme d'action, et donc qui vont élargir un peu le spectre, mais qui ne sont pas plus efficaces que les triptans. Mais peut-être ça pourra permettre de donner le traitement aux patients qui résistent aux triptans. On en a 3 qui devraient arriver, 2, pardon. Et puis il y a une dernière classe, les ditans, qui va arriver, le lasmiditan. Tout ça, ça veut dire qu'ils ont déjà l'obtention de mise sur le marché européen et qu'il faut la validation française, puis un prix de commercialisation de la sécurité sociale. Parfois, il y a 2-3 ans d'écart entre l'obtention de mise sur le marché, ça veut dire le médicament est valide, et la commercialisation réelle, notamment en France, qui est, depuis ces 15 dernières années, à peu près toujours le dernier pays européen à commercialiser les médicaments innovants. Et de plus en plus souvent, désolé, c'est comme ça, c'est factuel, et de plus en plus souvent non remboursé, ce qui est le gros problème qu'on a là. Donc, en première intention dans la migraine épisodique, on a en vert, la recommandation française, tout ça, en vert, ce qui est très recommandé parce que ça a été bien étudié et ça marche plutôt bien. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie un traitement pendant 3 mois et on évalue au bout de 3 mois en consultation, 3-4 mois. Si ça marche, ça marche pas. Ça marche pas, on change de traitement et passe à la trappe. Donc, vous voyez qu'on a plusieurs molécules, les bêta-bloquants, le candesartan, qui est un antihypertenseur, qui est très bien toléré, le topiramate, qui pose beaucoup de problèmes de tolérance et d'effets secondaires graves et potentiels chez la femme jeune, du risque d'hytératogène. La dépakine, le valproate de sodium, la même chose, c'est le même profil. Et puis après, on a orange et jaune, c'est des médicaments moins bien étudiés et réputés moins efficaces, mais qu'on peut tester pour voir si certains patients répondent. Le principe dans la migraine, comme ça, le traitement de fond, c'est qu'on le donne quand on en a besoin. On en a besoin quand on fait des migraines tous les mois, plusieurs fois par mois, ou une migraine sévère, épisodique, à rare, mais très invalidante, c'est possible, de recommander ces traitements de fond. Et on essaye, et puis ça ne marche pas, on essaye un autre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de critères prédictifs chez chaque patient. On ne peut pas personnaliser, c'est ce qui nous manque, de dire tel traitement chez lui va marcher. Alors on peut dire celui-là va être mal toléré, ça on peut à peu près un peu le dire, mais pas toujours. Mais marcher, on ne sait pas. Donc on teste chez chaque patient, 1, puis 2, puis 3, puis 4 traitements, ainsi de suite, parce que l'échec d'un traitement n'est pas prédictif de l'échec d'un autre. Il faut essayer. Donc ça, c'est ce qu'on fait depuis des années.
chez beaucoup de patients, mais vous imaginez que tous ceux qui sont dans l'enquête là, ils ont déjà eu tout ça depuis longtemps, donc vous voyez qu'on n'y est pas. Et il y a le problème, alors, après échec de moins 2 traitements, on a la deuxième ligne thérapeutique. Je parle de la migraine épisodique, là, toujours, c'est-à-dire la migraine qui n'est pas chronique, qui survient plusieurs fois par an, en général plusieurs fois par mois, mais pas à une fréquence trop élevée. Donc, dans cette migraine épisodique, on peut donner 4 molécules qui sont commercialisées en France entre 2021 et 2023 pour la dernière, les Tinezumab, et c'est là donc janvier de cette année, et qui ne sont pas remboursées. L'argument, c'est que elles sont bien, elles sont efficaces, elles sont tolérées, elles sont safe, mais qu'elles n'améliorent pas suffisamment par rapport à ce qui existe le service rendu. C'est l'argument des autorités publiques. On peut démontrer en 2 secondes que c'est pas le cas, mais bon, c'est un débat. Donc, ces traitements, aujourd'hui n'étant pas remboursés, sont très peu accessibles en France et très peu de patients peuvent les avoir. Dans la migraine chronique, qui est encore un cran dessus et un enjeu de santé publique supérieur, vous voyez qu'en vert, on a une seule molécule et qui aujourd'hui devrait être en rouge depuis les recommandations, parce que depuis, on a une alerte sanitaire sur ce traitement, on sait qu'il est tératogène et que pour les patientes femmes qui veulent avoir un enfant ou qui peuvent en avoir, donc entre 15 et 55 ans, ou 50 ans, eh ben, on ne doit plus le donner en première intention parce qu'il a un risque trop élevé de malformation. Donc on est coincé en fait, on n'a quasiment rien. Donc là arrivent en vert ces molécules, donc la toxine botulique, et donc on la propose à la clinique Beau Soleil, on peut le faire aussi au CHU, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut le faire actuellement. Et puis arrivent nos 4 molécules anti-CGRP, donc qui sont des anticorps monoclonaux. Vous avez déjà entendu parler dans d'autres pathologies. Il y en a dans pratiquement maintenant toute la médecine. Ça a révolutionné l'immunothérapie dans les maladies inflammatoires, les connectivites, la polyarthrite, la sclérose en plaques, le lupus, les cancers. Et on a nos anticorps monoclonaux dans la migraine qui marchent très bien, mais qui ne sont pas remboursés. Et ça coûte cher. Ça coûte 250 € par mois à peu près. Donc aujourd'hui, les mutuelles ne remboursent pas, ni la sécurité sociale. Donc très peu de patients en France, et je répète en France parce qu'en Europe, c'est pas le cas. On est le seul pays à avoir ce statut. Donc le Botox, le principe, c'est de piquer. Vous avez vu au début, vous avez dit pourquoi il nous parle de tout ça? C'est pour ça. Pourquoi j'ai parlé du système trigéminovasculaire avec l'activation périphérique des nerfs de la douleur dans le derme, dans l'os et dans les méninges, parce qu'en fait, on va aller piquer tous ces points relais de la douleur pour essayer d'atténuer et d'anesthésier partiellement la douleur avec de la toxine botulique. Et il y a eu des essais qui ont montré que c'était plus efficace que d'injecter des produits factices, pour du sérum salé. Et donc, ça marche chez certains patients qui ont une migraine chronique. Donc, on le propose avec le docteur Hertz pour l'instant. Je ne sais pas si Diane, tu fais dans la migraine du Botox ou pas spécifiquement. Voilà, donc on est 2 pour l'instant proposés sur la clinique Beau Soleil, dans l'IMM là. Et donc, on est en train de voir. Alors, il y a des patients qui répondent, c'est 1/3, d'autres qui répondent pas, et d'autres qui répondent possiblement. On fait 2 injections espacées de 3 mois, donc c'est 6 mois au total d'évaluation. Et après, on voit si on prolonge le traitement. Les fameux anticorps anti-CGRP, donc je vous en ai parlé, ont été étudiés. Alors, c'est pas des résultats incroyables, on n'est pas au bout du chemin. Mais déjà, si on pouvait faire proposer ces traitements à nos patients et les tester, alors c'est la même chose en fait. Ces statistiques moyennes, mais en placebo, c'est-à-dire que dans toutes les études en médecine et dans la migraine en particulier, la migraine, il y a un effet placebo qui est de l'ordre de 30% dans toutes les études. C'est-à-dire que on améliore les patients sur 3 mois ou 6 mois en faisant juste croire qu'on prend un médicament et ça marche. Et c'est aussi parce que la maladie est sensible à je me prends en charge, je suis aidé, et puis qu'il y a une variabilité dans le temps. Et donc, pour montrer un effet significatif des traitements, il faut dépasser d'au moins 10-20% cet effet placebo, ce qui est le cas de ces traitements. Et ça cache, en fait, c'est une moyenne qui cache le fait que derrière, il y a des ultra-répondeurs, des bons répondeurs et des non-répondeurs. Donc, la moyenne, c'est que, en fait, il y a des patients qui répondent extrêmement bien et qui vont passer de 10, 20, 30 migraines par mois à 0, 2, 3. Il y en a dans les études et dans la vie. Donc ça, c'est un grand espoir pour ces patients-là, donc il faut le tester. Et puis, il y a des gens chez qui ça va pas marcher. Alors, l'objectif, l'une, c'était ça. C'était donc de créer, pour ces raisons-là, un hôpital de jour, pluridisciplinaire,
associé, une fois de plus, adossé à l'éducation thérapeutique, pour les raisons qu'on a vues, ça paraît évident, et certaines molécules onéreuses, un hôpital de jour centré sur les patients migraineux chroniques. Donc, on va l'appeler MC au carré, comme migraine et céphalée chronique. Le but, c'est de faire tout un bilan du diagnostic si besoin, et surtout de retentissement de la maladie et de cause d'aggravation de la maladie migraineuse. Donc, il va voir le neurologue, l'infirmière d'éducation thérapeutique, de pratique avancée, ou pas, la psychologue, qui pourra proposer une évaluation de l'anxiété, voire de la dépression, et des thérapies, notamment notre psychologue pourra proposer de l'hypnose, les kinés qui ont une formation spéciale, spécifique pour les céphalées et les cervicalgies, pour dépister et traiter la composante cervicale associée aggravante, éventuellement l'éducateur en pratique physique adaptée pour les patients qui sont en mobilité diminuée ou en perte d'activité. Alors, j'en ai pas parlé dans les facteurs de vie, mais la sédentarité et le corollaire, le fait de faire une activité physique est démontré comme bénéfique dans la migraine. Donc, certains sports en particulier, certaines activités physiques, notamment le yoga par exemple, mais c'est démontré. Donc, on doit inciter aussi dans la migraine chronique, les patients à avoir une activité physique adaptée, certaines adaptations diététiques, et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, une prise en charge éventuellement du sommeil spécifique, de l'insomnie ou de l'apnée du sommeil. Et puis parfois une imagerie, parfois bilan ophtalmologique. Tout ça justifie qu'on fasse une hospitalisation. Donc, on va démarrer dans quelques semaines, j'espère. Je sais pas, avril, mai, c'est la question en ce moment, organisationnelle, plutôt mai, mai-juin. Et pour proposer sur notre structure d'hôpital de jour à Beau Soleil, tout ça. Pardon. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Juste, je redescende. J'ai bugué. C'est pas grave. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est aussi ce qu'on va proposer grâce à ça et au financement de l'hospitalisation. C'est un parti pris parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut le faire. Donc, vous voyez, j'avais voilà, l'équipe. C'est le traitement dont j'ai parlé juste avant, l'eptinezumab, qui vient d'arriver, donc qui est un anticorps monoclonal anti-CGRP intraveineux, qui vient d'arriver, qui est bien positionné par rapport aux autres traitements, je vais le montrer rapidement, et il n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Donc, ça coûte 540 € l'injection, et donc on ne peut pas le faire. Donc, la parade que les structures impliquées, et c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment une implication volontaire, c'est d'essayer de créer une structure qui permet de financer ce traitement et le faire bénéficier à certains patients. Donc, quels patients? Ça va être des patients migraineux chroniques sévères, résistants ou réfractaires à toutes les prises en charge, notamment au Botox, actuellement qu'on peut faire. Le Botox, c'est la même problématique, qui est pas bien pris en charge, qui est très coûteux. Et donc, vous voyez que là, c'est pour ça qu'on ne peut pas proposer ça partout, dans toutes les structures. Donc, je vous explique cette idée. Après, c'est un projet en devenir. Voilà, c'est le début d'une histoire. Et puis, on va voir si on arrive à porter tout ça et à sélectionner les patients, pas trop les sélectionner, à l'offrir à pas mal de patients. Il y a plein d'enjeux organisationnels. Donc, vous voyez, l'équipe, c'est une partie de la même équipe que tout à l'heure pour l'AVC. Baptiste, qui est là, toujours. Les kinés dont j'ai parlé, Alexandra Henrik, notre diététicienne, Juliette, Ouda, qui est toujours la coordinatrice, Camille, infirmière, et puis il y en aura d'autres qui vont arriver, c'est en devenir. Les neurologues, Alexandra Jouve, les pharmaciens, donc il y aura Florence Tabary, mis à jour, le temps, et Laurent Méraud, qui vont aussi participer dans les consultations pharmacologiques, pour plein de raisons. Voilà. Donc, j'ai fini, je suis en retard, je suis désolé. J'ai commencé un peu en retard. Et si vous avez des questions, à ceux qui, donc, soit le représentant de l'hôpital de jour, de l'éducation thérapeutique, Stéphane, soit Myrène, qui représente l'association de la voix des migraineux, soit moi, à votre disposition. Je ne sais pas si vous avez quelques questions sur tout ça. Oui, une question là. Valérie. Quand tu traites la migraine, finalement, tu parles de la douleur. Et le traitement, est-ce qu'il est efficace aussi sur tous les symptômes qui vont avec, la fatigue, la somnolence,
la nausée, comment on la traite, enfin, tu vois, tous les autres, parce qu'on parle toujours du traitement de la douleur. Mais le reste, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que finalement, ça répond ou pas? Ouais, c'est une hyper bonne question. Alors, j'ai pas toute la réponse à ça, mais globalement, c'est une des grosses discussions actuelles sur l'innovation pharmacologique dans la crise de migraine et sur les besoins non répondus, sur les attentes. C'est-à-dire que toutes les études ont été conçues pour un critère principal, comme tout en médecine, étant la douleur à 2 heures. Et après, l'absence de résurgence ou le moindre taux de résurgence, et puis le fait de prendre 1 ou 2 traitements, etc., etc. Mais c'est très centré sur la douleur, parce que c'est le symptôme principal. Mais effectivement, on a laissé de côté, enfin en tout cas, on a ce besoin de molécules aujourd'hui dont on n'a pas prouvé l'efficacité sur les symptômes annexes. Donc souvent, on combine aux anti-inflammatoires ou au triptan un antiémétique chez les gens qui sont très envie de vomir. Et ça fait partie de la pharmacopée recommandée parce que probablement ça augmente l'efficacité. Donc la trithérapie, par exemple, triptan anti-inflammatoire, primpéran ou domperidone, chez les patients qui sont peu sensibles à l'une des molécules, qui sont voilà. Donc on a ça. Après, tout ce qui est impact cognitif de la migraine, je pense qu'on n'est pas du tout efficace. Et en tout cas, on n'a pas la preuve de l'efficacité des traitements. Les triptans, on sait qu'ils coupent la douleur, on sait qu'il ne modifie pas l'aura. Donc, en fait, on ne recommande pas de prendre un anti-inflammatoire, mais surtout un triptan pendant l'aura, pour des raisons de risque théoriques qui ne sont pas avérées, surtout parce que ça ne marche pas, et qu'on préfère attendre le moment où la douleur démarre pour être plus efficace avec les triptans. Donc, on sait que le triptan ne marche pas sur les signes neurologiques de la migraine. Est-ce que ça marche sur l'irritabilité, les troubles de concentration, la somnolence, etc. Je ne sais pas. C'est pas démontré. Peut-être que... alors, faut demander aux migraineux, quand on coupe la crise complètement, est-ce que c'est on-off et que tout c'est pro? Moi, je suis pas migraineux. Ma maman l'est, elle est là. Ouais, c'était on-off avec du Zomig-Triptan. Tu vois, quand on est dans la migraine chronique réfractaire, effectivement, enfin, moi, le on-off, il marche plus. Ah oui, alors après, je pense qu'il y a les deux. Il y a des patients qui sont on-off sur la douleur exclusivement et pas le reste, et qui traînent leurs symptômes, c'est ce qu'on observe, hein, qui traînent leurs symptômes pendant 24-48 heures et te disent « Ok, j'ai plus mal, mais en fait, je suis pas du tout dans mon assiette. » Je pense que ça reflète peut-être ce que tu ressens, et il y en a beaucoup. Et puis peut-être, il y a des gens qui ont de la chance, où tous les symptômes s'arrêtent. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas assez de traitements spécifiques, on n'a pas assez de pharmacopée pour répondre à cet enjeu-là aujourd'hui. Moi, je voulais amener un témoignage par rapport à ça. En fait, ce qu'il faut voir, c'est quel élément est invalidant. Le plus invalidant, c'est la douleur, justement, dans la céphalée, alors que la nausée, sauf dans certains cas, on peut vivre avec. C'est-à-dire qu'on peut reprendre sa activité, comme si on n'est pas dans son assiette, mais on peut quand même avancer, alors que la douleur, ça coupe tout. Alors, il y a des débats méthodologiques pour savoir si c'est pertinent que ce soit ce critère-là qui soit le critère principal, quels sont les critères secondaires, etc. Et il y a beaucoup de discussions aussi sur les échelles d'évaluation. Aujourd'hui, on a des outils qui sont bien. Hein. On parle de la douleur, mais en vrai, à chaque consultation de migraine, et ce sera le cas aussi dans cette hospitalisation, on fait une évaluation par des échelles de l'anxiété, la dépression. On fera aussi, je pense, la qualité de sommeil, le retentissement sur la vie quotidienne. On a une échelle qui s'appelle le MIDAS, qui pose des questions. Est-ce qu'en gros, vous arrivez sur 3 mois, là, combien de fois vous n'avez pas été travaillé? Ou si vous avez été travaillé, vous n'étiez pas à votre productivité maximale. Et si vous êtes scolarisé, la même chose. Donc, là, on s'intéresse complètement à autre chose de la douleur, c'est le retentissement. Et c'est beaucoup plus conforme à ce qu'est la migraine, une maladie neurologique complexe, multiforme, multisymptômes, que juste une douleur on-off. Donc, c'est vrai que le traitement de crise, c'est focalisé là-dessus. Les traitements de fond sont beaucoup plus, les études sont beaucoup plus orientées sur la prise en charge globale et sur le retentissement global des symptômes migraineux. Moi, je suis d'accord avec vous que la fatigue, c'est la conséquence de la crise. Moi, quand la crise elle est stoppée, mais que derrière, je sais pas, je la stoppe, il est midi, donc en réalité, je vais commencer à avoir l'impression d'avoir un début d'énergie vers 22h. Ben, en réalité, si vous êtes au travail, vous n'arrivez plus à travailler normalement. Moi, en plus, je ne travaillais pas du tout dans un bureau, je travaillais dans la rue, j'étais éducatrice spécialisée jusqu'à il y a peu. Et on est très, très diminué, on a du mal à accompagner les gens, voilà. Et par contre, moi, c'est une question que je posais justement sur votre future structure, qui est en cours, très avancée.
s'il y avait justement un service social, parce que moi, je sais que c'est quelque chose où j'ai beaucoup ramé, voilà, parce que j'ai fait valoir une invalidité maintenant. Ouais, c'est une vraie question. Enfin, voilà, il y a des thérapeutiques, etc. Ouais, ça m'inspire plein de réponses. La première chose, c'est que c'est pas une maladie. En fait, j'ai fait là une interview dans la semaine pour un labo qui me dit si vous avez une baguette magique là, qu'est-ce que vous changeriez dans la migraine? Et il disait la première chose à faire là aujourd'hui pour nos patients en France, ce serait de rembourser pour les patients les plus sévères les traitements nouveaux qui permettent de proposer autre chose et chez qui il y aura des patients que ça va sauver, pas tous. Et on peut quand même faire confiance à des médecins spécialistes en particulier ou formés à ça, on va dire, algologues, neurologues ou généralistes avec une balance sur la migraine, de dire qui sont répondeurs par répondeur. Et donc, on pourrait dire, pour commencer, que 10 000 ou 20 000 ou 30 000 patients en France pourraient bénéficier de ces traitements. La première chose. Mais ça veut dire quoi aussi derrière? Ça veut dire que ces migraines très sévères, chroniques, réfractaires, devraient être des maladies prises en charge en ALD. Et donc, c'est là que je rejoins la question, c'est que si j'avais une baguette magique, et si j'étais ministre de la Santé, après avoir fait rembourser, cher monsieur Véran, neurologue, après avoir fait rembourser le tensiomètre, peut-être je m'attaquerais à créer pour ces patients céphalalgiques très sévères, il y a l'algie vasculaire aussi, comme ça, la névralgie non curée, qu'on n'a pas pu guérir, c'est extrêmement validant, ça devrait être pris en charge à 100%, ça l'est pas. Et donc, il y a tout un problème aussi derrière, ça veut dire, ça c'est la côté remboursement des soins, mais il y a aussi tout le côté social, comment je fais reconnaître mon handicap. Donc, l'épilepsie, que je sois une autre maladie que je soigne, tout de suite, on leur dit, allez à la maison la MDPH, faites reconnaître votre statut, ça va vous protéger, vous pourrez être travailleur handicapé, ça va vous aider à vous insérer dans le travail, etc. Alors, je ne sais pas si faire la même chose pour la migraine, mais c'est les migraines. Et donc, l'idée, ça va être, là, c'est ce que portent les sociétés savantes, c'est de dire, les patients très sévères là, c'est une population très fragile, qui a une maladie extrêmement invalidante, il faut les aider. Donc, la réponse est oui, il faut une aide sociale. Elle n'est pas identifiée aujourd'hui dans la structure. Et donc, ça me donne l'idée, je vais le rajouter. Alors, on aura besoin de patients experts. Stéphane qui est là, qui représente, dont j'en ai parlé à Marie-Pierre pour l'AVC. Je vous invite aussi Myrène et vos collègues de la Voix des migraineux à nous aider à structurer l'éducation thérapeutique, l'HDJ. Et donc, on a une assistante sociale qui peut intervenir. Il faut qu'on l'intègre dans le parcours de soins. Oui, je pense que ça aurait un poids impressionnant. C'est une maladie qui n'est toujours pas reconnue, qui est extrêmement dénigrée, stigmatisée. Enfin, vraiment, elle est banalisée, alors qu'en réalité, l'impact est énorme sur nos vies. Et je pense que, en plus, tout est un petit peu aléatoire, c'est-à-dire que selon la MDPH, donc selon le département auquel on s'adresse, on va avoir un oui sur une FQTH et un non dans le département d'à côté, alors que les personnes vont présenter à peu près les mêmes profils. Donc ça, voilà, c'est une injustice qui est terrible. Il y a des gens qui font des recours sur recours. Ça, en plus, moi, je suis pas très compétent. C'est un truc qu'il faut travailler, peut-être avec patient expert, notre assistante sociale ou quelqu'un qui s'intéresse à ça, pour peut-être faire après avec les labos qui nous aident financièrement, créer des supports d'information sur le parcours, etc. Et je pense que la Voix des migraineux, vous faites ça. Et je sais pas si sur votre site il y a ça déjà sur le plan social. Non, pas encore. Mais ça, il y a des explications aussi sur la validité, sur la. Ça, c'est un truc à travailler. C'est une très bonne idée en tout cas. Ça, on le travaille avec la MDPH directement. Dans les commissions. Vous êtes en lien avec eux? Oui, on est en lien et on travaille sur un certain nombre de dossiers parce que, par exemple, ils ne justifient pas en termes de droit les refus. Or, c'est ce qu'elle disait exactement. D'un département à l'autre, des fois, pour le même type de profil, on a un refus, puis une acceptation, et les réponses données 10 mois après, alors que la loi organique en France l'oblige dans les 2 mois. Donc il y a plein de choses qui J'ai reçu hier ma RQTH, ça fait 10 mois que j'attendais. Voilà. Alors peut-être que notre assistante sociale, ça va être Stéphane, parce qu'il est hyper calé. On a une assistante sociale qui, comme nous, patient expert, donc c'est pas le bénévolat qu'on fait. Pour l'instant, c'est pas encore à l'ordre du jour. Au niveau de l'âge au niveau du programme de TP. C'est qui fait ça? C'est une patiente qui est. Je veux bien ses coordonnées, puis qu'on fasse le lien. Donc on fait des ateliers là-dessus. Vous pourrez me donner ses coordonnées, Stéphane? Et du coup, on va créer aussi des ateliers d'éducation. Alors,
Stéphane il peut peut-être représenter pour les gens qui n'étaient pas là ou la même chose, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire que on va créer des ateliers spécifiques pour la migraine et en même temps, il y a déjà plein d'ateliers de la structure qui peuvent être proposés aux patients migraineux. Absolument. Je remets le truc là. Voilà, on a fini.